Depuis le début de la pandémie, le marché immobilier s'est emballé. On a pu remarquer un désir de s'orienter vers cette profession. Mais saviez-vous que 87% des courtiers immobiliers échouent dans les premiers 5 ans? Je reçois Luc Guindon pour venir nous parler de sa profession. Bonjour Luc. Salut Chantal. Je veux te parler aujourd'hui de l'immobilier. Mais avant de commencer, je veux parler de ton parcours professionnel, en fait. Parfait. Toi, avant d'être agent immobilier, c'était quoi ton travail? Avant d'être courtier immobilier, j'étais menuisier compagnon. J'ai travaillé sur la construction résidentielle pendant une période de 10 ans. OK. Puis après ça, là, ça fait 13 ans? Oui, présentement, je suis dans ma 13e année comme courtier immobilier. Durant un hiver, j'étais slacké. Sur la construction, on est slacké une période de l'hiver à cette époque-là, en 2008, 2007 de mémoire. Puis le travail de courtier immobilier, à l'époque, c'était agent d'immeuble. Oui. Mais je m'avais chicoté un petit peu, puis j'étais à la maison, ma fille était à la garderie. À cette époque-là, ma copine était au travail. Fait que j'ai regardé à quoi ça consistait le travail. Puis je me suis inscrit à une formation pour aller suivre la formation de courtier immobilier. Puis à travers tout ça, j'ai obtenu ma licence, puis j'ai débuté à travailler à temps plein par la suite en immobilier comme courtier. Puis c'est quoi, selon toi, la plus grande qualité d'un courtier immobilier? La plus grande qualité d'un courtier immobilier, ça va être sa disponibilité. OK. C'est sûr et certain que quelqu'un qui est disponible, quelqu'un qui est curieux aussi également, à aller à la cueillette d'informations. Parce que c'est sûr que courtier immobilier, tu as une formation, mais en sortant de l'école, tu as un bagage d'expérience à accumuler pour devenir un courtier immobilier peut-être mieux établi, mieux en selle. Oui. Fait que je te dirais, la cueillette d'informations, être curieux. Bien entendu, c'est sûr que j'avais un bagage d'expérience qui m'a énormément aidé quand j'ai débuté comme courtier immobilier, qui a fait en sorte que ça a marché dès la première année. Mais je te dirais que c'est réellement aller chercher le plus de compétences possible pour être en mesure de répondre à la plus grande palette de questions que tes clients, soit vendeurs ou acheteurs, peuvent te poser. Parce que tu fais vraiment autant du résidentiel que du commercial. Oui, je fais du résidentiel, je fais du commercial. Le commercial est venu un petit peu plus avec les années. Okay. Au tout début, ça a été réellement juste du résidentiel que je touchais. Ça arrivait quelque peu, peut-être une fois ou deux par année, je pouvais toucher du commercial. Mais c'était réellement avec les années que c'est devenu un petit peu plus une deuxième facette de mon courtage immobilier. Puis ça serait quoi, mettons, quand on regarde là, dans tes 13 années, ça serait quoi pour toi ta plus grande réussite? Mes 13 années. de pouvoir faire ça pendant 13 ans? Exactement. Le métier de courtier immobilier, agent d'immeuble, le terme qu'on peut lui octroyer, c'est un métier... tu es entrepreneur. Oui. Puis comme tout entrepreneur, que tu sois entrepreneur électricien, plombier, entrepreneur, tu te lèves à chaque matin, puis c'est sans garantie. Fait que c'est réellement effort par-dessus effort, échec par-dessus échec, réussite par-dessus réussite, qui fait en sorte que ma plus grande réussite, c'est d'être encore dans le métier, puis d'adorer encore le métier. C'est encore ma passion. On reste toujours à l'affût des nouvelles tendances, les nouvelles lois aussi également, parce que le courtage immobilier, c'est beaucoup de droits, beaucoup de lois, visibilité aussi pour nos clients. On essaye de trouver d'autres facettes pour être en mesure de vraiment exposer les propriétés à une plus grande inventaire, avoir la meilleure visibilité, mise en marché, ainsi de suite. Est-ce que tu dirais qu'avec les années, les clients sont plus exigeants? Parce que c'est sûr qu'en 13 ans, je pense que la venue d'Internet est venue beaucoup plus les réseaux sociaux. Est-ce que tu dirais qu'on est plus exigeant, on est plus... Il y a le côté Internet, oui, c'est sûr, certain. On dirait ma mère qui parle l'Internet. Mais ouais, avec l'Internet, c'est sûr que ça a changé la donne un petit peu. L'information aussi qui est beaucoup plus accessible à la clientèle. La clientèle, c'est une clientèle qui est beaucoup plus informée aussi. La clientèle, tu sais, je veux dire, sont
toujours sur centris.ca ou Remax Québec, à la salle de bain, dans l'auto, peu importe. C'est des plateformes, c'est la plateforme Remax Québec la plus visitée en immobilier. Fait que les gens sont très à l'affût de tout ce qui peut se passer. C'est sûr qu'il y a des choses qui sont véridiques, il y en a qui le sont moins, mais c'est notre travail justement de faire en œuvre à ce que le client soit bien, peut-être mieux informé que qu'est-ce qu'il peut savoir. Mais oui, ça a changé la donne, effectivement, Internet, puis les plateformes de réseaux sociaux. Ça a été. Puis ça serait quoi ton plus gros défi que tu aurais vécu en 13 ans? Plus gros défi, ben, encore une fois, je veux pas me répéter, mais à chaque année, il faut se renouveler. Oui. Fait que le plus gros défi, tu sais, je veux dire, le succès, c'est pas quelque chose qui est récurrent. Non. Fait qu'il faut toujours que ça soit les efforts, il faut toujours que tu améliores. On a toujours des facettes à améliorer. Oui. Fait qu'à partir de ce moment-là, je te dirais qu'à chaque année, comme monsieur et madame tout le monde, on a toujours des résolutions en tant que courtier immobilier, des choses un plan d'affaires, des choses qu'on aimerait améliorer, des facettes, un service qu'on voudrait peut-être élargir encore plus pour encore mieux encadrer nos clients parce qu'on a eu telle transaction qui est arrivé tel petit pépin. On a bien protégé notre client, mais on pourrait encore mieux. Oui. Fait que je te dirais, c'est toujours d'élargir la protection et l'encadrement que je peux donner à mes clients. Réellement que ce soit un service clé en main du début à la fin. Là. Impeccable. Oui, le plus possible. On peut pas passer, tu sais, c'est sûr que là, la COVID, la pandémie, il y a eu aussi, là, avec la venue de la pandémie, il y a eu comme un changement total en immobilier, tout ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton travail? Comment tu as vécu ça, toi, la pandémie? Comment... La pandémie, le marché immobilier avant la pandémie, c'est un marché qui était déjà très bon. Oui. Début de l'année 2020, c'était un marché que c'était parti pour une super de belle année, puis 2019 a été super bonne. Fait qu'on a eu des inquiétudes. La pandémie a été un petit peu une zone d'inconnu, autant pour les courtiers immobiliers que peu importe. Les entrepreneurs. Exactement. Que ce soit n'importe qui, à n'importe quel niveau de la couche de la société, je pense qu'il y a eu des inquiétudes à ce niveau-là. Puis, par la suite, c'était un marché on dirait à retardement. Ouais. On n'avait aucune idée de ce qui était pour se produire, puis ça a complètement été un marché rocambolesque. Oui, ça a explosé. Complètement. Puis, moi, je vais parler de ma perception à l'externe, qui n'a pas les compétences en tant que courtière ou agente. Mais j'ai beaucoup entendu parler qu'il n'y avait pas de listing, que autant que moi, sur mon côté, je crois que ça a été des bonnes années pour des courtiers immobiliers parce que je me suis dit, les maisons, ils se vendaient comme des petits pains chauds. On revenait juste avant la pandémie d'une récession un peu, que bon, le marché était stable, après ça, il y a eu la vente, comme tu dis, en 2019, tout ça, qui a augmenté. Est-ce que c'est vrai ou c'était pas nécessairement ça? Est-ce que les gains ont été très importants? Il y en a qui ont souffert de la pandémie. Est-ce que vous, les courtiers immobiliers, les agents immobiliers, vous, ça a été profitable, les hauts taux, puis... Le marché a été réellement, c'était un marché rocambolesque. On l'a vu, les surenchères, c'était publicisé, on l'a vu dans les nouvelles, on l'a vu sur les réseaux sociaux. C'est sûr et certain, pour un vendeur, c'était Noël 365 jours par année. OK. Le bris d'inventaire, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Dans le sens qu'on a connu, la pandémie a été des années records en vente, mois après mois. Fait que pour avoir des mois, des années records, il faut que tu aies de l'inventaire pour atteindre ces chiffres-là. C'est juste que l'écoulement des stocks se faisait de façon très rapide. Si on regarde au début de la pandémie, nous aussi, les courtiers immobiliers, on était mis au rencard pour une période, je dirais, là, de mémoire, 3 semaines, 1 mois. Que vous n'aviez pas le droit. Pas le droit de travailler du tout. OK. Puis on a repris le flambeau à compter, encore là, je ne veux pas m'aventurer dans des dates, mais c'était le 20 ou le 22 mai 2020 qu'on a repris le flambeau. On pouvait recommencer à travailler, mais simplement avec nos acheteurs qui devaient prendre possession d'une propriété avant le 31 juillet. On ne pouvait pas prendre de nouvelles inscriptions, absolument rien, juste travailler avec nos acheteurs pour leur trouver une maison avant le 31 juillet. Des acheteurs qui étaient anciennement des vendeurs, qui avaient probablement vendu,
Puis que là, ben Colin, eux, il faut une maison. Ben oui, parce que, tu sais, signature de l'acte de vente fin juin ou début juillet ou à la limite mi-juillet, ces gens-là, ils doivent se localiser. Fait qu'on a eu l'OASIC avec le gouvernement, nous avait donné le OK pour redébuter à travailler avec simplement ce type de clientèle-là. Puis par la suite, on est revenu à la normale avec la reprise des nouvelles inscriptions et ainsi de suite. Mais juste ce petit moment-là a fait en sorte que le petit peu d'inventaire réellement qu'il y avait, ben c'est encore plus... il a fondu comme neige au soleil. Oui. Puis, est-ce que tu dirais que cette période-là, ça a été une période très intense d'adrénaline parce que tu n'avais pas grand temps pour relocaliser tes gens? Est-ce que... Ben, qu'est-ce qui arrive, c'est que, veux pas, l'immobilier, transactions immobilières, c'est des vagues d'émotions. Notre client vendeur, on va dire, il reçoit une offre, le prix, les conditions, c'est exactement qu'est-ce qu'il recherche, puis même encore mieux parce qu'on est en période de surenchère, fait qu'il est à l'extase. Par la suite, il y a les conditions, financement, inspection, un petit peu de stress. Puis par la suite, un coup que les conditions sont réalisées, ben pour eux, bon, mais c'est parfait, on trouve notre maison. Mais vendre et acheter simultanément en période de pandémie a été réellement rock'n'roll. Okay. Puis nous, notre travail, c'est de sécuriser nos clients, puis justement de gérer ces émotions-là. Parce que c'est pas facile. Quand tu as vendu à haut prix, puis que tu es pogné chez toi, puis tu peux pas visiter, parce que quand on avait été mis au rencard, puis par la suite, tu redébutes les visites, puis tu ne trouves pas nécessairement la maison que tu veux, aux besoins critères ou secteurs, nécessairement, tu es un petit peu plus éloigné. Puis tu fais face à, encore une fois, une surenchère. Oui. Tu l'as vécu en tant que vendeur, mais là, tu l'as vu en tant qu'acheteur. C'est une autre facette de la transaction immobilière que les vendeurs, quand ils deviennent acheteurs, vont découvrir. Pour le courtier immobilier, c'était des années que, ça l'est encore, on doit travailler de plus en plus fort pour transiger, pour finaliser nos transactions. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans une transaction immobilière qui sont en arrière-scène, que les gens ne voient pas, puis que nous, on va tirer les ficelles puis tout pour s'assurer que tout se fasse selon les règles de l'art et que tout le monde soit satisfait. Ça serait quoi? Les transactions qu'on ne voit pas? Les choses en arrière, c'est tous les petits détails. OK. C'est comme dans ton studio, c'est sûr que toute ton équipe fait plein de petites choses que probablement que toi, tu ne vois pas parce que tu es devant l'écran, tu le quittes, tu prends vedette, mais en arrière, il y a plein de petites choses. Ça peut être autant côté protection, oui. Ça peut être autant côté négociation. La négociation, c'est pas juste lors de la présentation de la promesse d'achat, c'est aussi suite à une inspection. Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut revenir en négociation? Est-ce que c'est de la malfaçon, des vices cachés? Est-ce que c'est une usure prématurée? Est-ce que ça cache quelque chose, une problématique X? Est-ce qu'on fait une expertise supplémentaire pour avoir de plus amples réponses à ces questions-là? C'est tous des petits détails qu'on est là pour sécuriser nos clients. En plus que le client est sécurisé par le fonds d'indemnisation du courtage immobilier, l'assurance professionnelle également. Fait que c'est toutes des choses que le client, quand il travaille avec un courtier, ne prend pas connaissance, mais que s'il vient avoir une problématique quelconque, il va être content de l'avoir. Oui, parce qu'il y a une protection puis il y a de l'expertise en plus. Tout à fait. Qui vient avec, là. C'est un accompagnement du début à la fin, jusqu'à la signature de l'acte de vente, dans le fond. Puis, est-ce que la pandémie a fait qu'il y a des gens, justement, tu sais, quand tu dis qu'il y a eu comme un délai, est-ce qu'il y en a qui ont vendu avant qu'il y ait la surenchère, mais qu'il a fallu qu'ils achètent dans la surenchère? C'était vendre et acheter simultanément, excusez-moi, dans cette période-là, il fallait préparer nos clients. OK. Il y a une préparation à faire. Comme la préparation pour un client acheteur a toujours existé. Un courtier qui est à son affaire le faisait préalablement en 2008, en 2009, en 2010. Okay. C'est parce que dans le fond, il se trouve à sauver du temps pour lui et à sauver du temps pour son client acheteur. Fait que dans le fond, la préqualification bancaire fait en sorte que le client connaît son pouvoir d'achat, bien entendu, et son taux est gelé pour une période de 4 à 6 mois. Dans la discussion qu'on a présentement, c'était d'aller voir si notre client pouvait avoir la capacité financière d'acheter avant même de vendre ou il devait vendre pour acheter. C'est de regarder la dynamique qu'on a utilisée puis le pouvoir que notre client nous donne
vis-à-vis la liquidité, équité qu'il peut avoir sur sa propriété. Et le risque que lui veut prendre aussi. Parce que, tu sais, je veux dire, acheter avant de vendre, tu vas me dire, Luc, c'est facile, tout se vend aujourd'hui. Oui. Mais tu sais, des fois, il peut y avoir des délais, il peut y avoir des choses qui rentrent en ligne de compte, des frais également. Tu sais, un bridge loan, il va avoir des frais. C'est toutes des petites choses qu'on doit éduquer nos clients et les chapeauter pour le mieux de la transaction et leur mieux à eux. Est-ce que présentement, on dit que les maisons, il y a la surenchère, tout ça. Est-ce que tu crois que les maisons vont avoir une rechute? Oui. Le marché immobilier, je pense que toutes les statistiques démontrent comme quoi que le marché va rester stable, équitable. Même, il y a encore des augmentations. Il prévoit encore des augmentations. Est-ce que ça ne sera probablement pas de l'ordre de ce qu'on a connu en 2021 et en 2020? En 2020, on a eu une augmentation de 20 sur les valeurs. En 2021, également 20 Oui. Mais c'est sûr que ça va continuer à monter légèrement, mais ça ne sera pas aussi fulgurant que ce qu'on a connu durant la pandémie. Puis ce qu'on voyait beaucoup quand on regardait des émissions ou ce que j'entendais beaucoup à la radio, c'est qu'il y en a beaucoup avec, ils faisaient de la surenchère, puis ils décidaient de dire, je fais pas d'inspection pour pouvoir passer en avant des autres. Est-ce que ça, c'est quelque chose qu'on a vécu sur notre territoire? Est-ce que tu l'as vécu? Oui, je l'ai vécu. Je pense que tout courtier immobilier dans la province de Québec l'a connu également, l'a vécu. En tant que courtier immobilier, on va toujours suggérer à notre client l'inspection en bâtiment. C'est sûr que pendant cette période-là, le fait de le client acheteur voulait paraître le plus attirant possible. Oui. Fait qu'en plus d'avoir une préqualification bancaire pour démontrer qu'il est en mesure de payer le prix qui est inscrit à l'article 4.1 de la présente promesse d'achat, à l'article 8.1, l'article de l'inspection, il disait qu'il n'en faisait pas. Fait que pour le vendeur, lui, il se dit, Colin, j'ai un client qui m'offre tant, j'ai la qualification bancaire, il ne fait pas l'inspection. Il est supposé de me remettre une lettre de financement dans les 10 jours suivant la présente offre d'achat. Moi, j'accepte. Fine, c'est parfait. Fait qu'à partir de ce moment-là, vendre sans garantie légale et péril, c'est sûr et certain pour le vendeur, il n'y a aucun risque jusqu'à un certain point. Si le vendeur connaît le vice, mais il ne le déclare pas, et que l'acheteur, quand il le découvre, peut prouver que le vendeur le savait, il va avoir des recours civils. Fait qu'à partir de il y a possibilité de recours civil. Mais des transactions sans garantie légale, on en a vu. Puis tu m'amènes à t'apporter une statistique. Pas plus. L'an passé, en 2021, c'est 32% c'est énorme. Des transactions immobilières qui se sont faites sans garantie légale, à exception des reprises de finances et des successions. Mais c'est quand même 32. Si on enlève ces deux-là, c'est 32% des transactions immobilières. C'est énorme. Comparativement en 2014, sous exception, encore une fois, des successions et des reprises de finances qui étaient de 17%. Fait que c'est quand. Puis on parle qu'il y a eu des ventes records, qui veut dire le volume énorme. Fait que le 32% est un énorme volume de transactions qui s'est fait sans garantie légale au risque et péril de l'acheteur. Puis est-ce que tu dirais là, que là, avec la hausse, puis on a dit que peut-être ça va rester stable, ça se peut qu'il y ait encore une hausse, est-ce que tu suggères pour les premiers acheteurs d'attendre? On n'a pas de boule de cristal. C'était comme on parlait avec des clients avant la pandémie, on parlait entre collègues, tout ça, qu'est-ce qui va se produire, et ainsi de suite. On était déjà sur une bonne vague immobilière. Avoir eu une boule de cristal puis pouvoir prédire que le marché aurait été qu'est-ce qu'on a connu, je crois que j'aurais eu beaucoup de clients acheteurs qui auraient investi flippé. Qui auraient flippé des maisons, c'est sûr. Tout à fait. Mais on ne peut pas le prédire. Pour le premier acheteur, qu'est-ce qui est encore bon présentement, c'est que le taux hypothécaire est bas. Comme qu'on a mentionné tantôt, les valeurs immobilières ne devraient pas baisser. Ils vont toujours rester à ce niveau-là, monter légèrement. Fait que si on reste à ça, le taux hypothécaire est favorable pour un achat. C'est sûr et certain, peut-être le RAP peut aider justement à une mise de fonds. Il y a certains produits que les clients peuvent utiliser, dont le portefeuille de papa ou maman pour acheter, mais le taux est encore favorable. Fait que je dirais au premier acheteur d'aller se faire qualifier, d'avoir un taux hypothécaire qui va être gelé pour une période de 4 à 6 mois, puis de se mettre à magasiner, simplement. Puis on est mieux de se prendre d'avance, finalement.
Tout à fait, tout à fait. Puis aussi, l'immeuble à revenu qui peut être une belle alternative également, le condo indivise, dépendamment des besoins, critères et budgets du client et secteur, bien entendu. Puis si, moi, de ma perception, je te dirais que dans les années comme 2015-2016, il y avait beaucoup de ventes de condos, là, qu'on commençait à acheter des condos. Puis par la suite, on disait que le prix avait comme diminué, hein, il avait chuté. Est-ce que c'est encore ça présentement? En 2012, moi, où j'ai ressenti une baisse, c'était en octobre 2012, quand on a eu le resserrement hypothécaire. Oui. Il y a eu des nouvelles règles hypothécaires, justement, pour ceux qui donnaient des mises de fonds sous la barre du 20 %. Puis en 2012, c'était pas mal le pic qu'on a connu de toutes les ventes unifamiliales, maisons, condos. On a vu par la suite, 2013-2014, un marché qui s'est repositionné en fait de valeur marchande. Fait que oui, on a connu des prix qui étaient plus bas que qu'on avait connu en 2012 et 2011. Oui. Le marché s'est repositionné. Puis par la suite, c'est un marché qui est venu à la hausse. Le condo, la seule chose qu'on va commencer à avoir, qui va changer, c'est les cotisations spéciales. Il y a eu deux nouvelles lois, la loi 16 et la loi, je crois, c'est 141 ou 145, je ne vais pas me tromper entre les chiffres. C'est un carnet de santé, un carnet d'entretien qui doit être fait sur l'immeuble, voir la condition de l'immeuble. Et aussi pour la prime d'assurance. Ça, c'est obligatoire. Ouais, il doit y avoir un fonds, tout dépendant du type de propriété, le nombre de portes, ainsi de suite. Il doit y avoir un fonds qui est là pour couvrir la prime d'assurance. Parce que les primes d'assurance sont extrêmement chères dans la copropriété avec toutes les petites problématiques qu'il peut y avoir eu. Fait que ça serait quand même une belle... Malgré la pandémie, tout ça, ça serait quand même une belle achat, tu dirais? Encore, c'est toujours une question de budget, question de budget. Puis dans la copropriété, c'est une question d'étude de documents également. Parce que dans la copropriété, on va avoir ces conditionnels, bien entendu, à l'inspection, puis au financement. Oui. On a le choix de faire inspecter simplement la partie privative ou de faire inspecter l'immeuble en son entier. On a deux options dans la case de l'inspection, l'article 8.1. Puis on a en 9.1 l'étude des documents, qui veut dire, dans le fond, les derniers procès-verbaux, les états financiers, tout ce qui va toucher la copropriété, à savoir ou voir ou lire s'il y aurait eu une problématique quelconque, s'il y a des travaux à venir également. Fait que si le client prend connaissance de cette documentation-là, des règlements de copropriété également, puis il découvre que le fonds de prévoyance n'est pas assez substantiel pour couvrir les problématiques qui ont été décelées et mentionnées aux procès-verbaux, à partir de ce moment-là, il peut se désister. OK. Selon les informations qu'il a recueillies. Obtenues, exactement. Qu'il a obtenues. Moi, dans mon Facebook, j'ai vu beaucoup de connaissances qui ont décidé pendant la pandémie d'obtenir une licence. Okay? Je trouvais que c'était comme un peu la varicelle, là. Tout le monde était devenu agent, courtier immobilier. Puis, j'ai pas vu suite vraiment à ça. Puis après ça, on a entendu beaucoup que là, il n'y avait pas de listing, il n'y avait pas d'inventaire, pardon. Est-ce que tu pourrais me dire un peu, est-ce que oui, les courtiers immobiliers qui ont beaucoup d'expérience, vous avez un problème d'inventaire? Est-ce que c'était un manque de... Le problème d'inventaire, il est à la majeure partie des courtiers. OK. C'est sûr qu'il y a des courtiers qui sont bien en selle, bien en place depuis belle lurette. Puis même eux, ils connaissent un ralentissement d'inventaire, mais ils ont quand même un inventaire qui est intéressant. Puis, ne veut pas une réputation. Tout à fait. Un réseau. Mais ça reste que on voit des courtiers quand même qui ont beaucoup d'années d'expérience, puis qu'ils n'ont pas de listing, mais ils travaillent avec des acheteurs, ou ils ont des listings 1, 2, 3, 4, 5, 6, puis dans le temps de le dire, ils n'en ont plus. On n'est plus dans des années qu'on va avoir des 25, 30 listings, puis qu'on va avoir beaucoup de courtiers qui ont beaucoup, beaucoup de listings. Okay. C'est un inventaire qui roule énormément. Fait que c'est difficile de garder son inventaire. À l'époque, on avait beaucoup d'inventaire, puis on se disait, calique, je peux-tu vendre un peu, je peux-tu en vendre 4-5 ce mois-ci? Puis là, c'est le contraire. Je pourrais-tu arrêter de vendre un peu juste pour essayer de me garder de l'inventaire?
c'est sûr que le métier de courtier immobilier, c'est un métier qui a été mis en vitrine. Les réseaux sociaux, que ce soit les TikTok de ce monde, les Instagram, aussi les téléréalités. Beaucoup de téléréalités américaines que c'est des beaux monsieur, des belles madames. Ça a l'air tellement facile de vendre des maisons d'1 million. T'sais. Ça se vend de même. Ben ouais, Colin, j'ai pas pogné le bon créneau, moi. Mais c'est un métier qui est extrêmement exigeant. Puis au-delà de qu'est-ce que ça peut paraître, je pense que les gens, quand ils se mettent dans les souliers du courtier puis qu'ils se rendent compte des frais qu'on a à débourser, les frais de bureau, frais de publicité, la licence, les frais de la CGM, ça fait partie de tout ça. Exactement. Il vient un moment donné que cette réalité-là les rattrape. Puis le rêve, si ils ne tiennent pas réellement leur rêve de réussir, ben ils vont passer à autre chose, simplement. Parce que c'est pas facile. Fait que quelqu'un qui perdure dans le métier, c'est pour ça qu'on a un extrême respect envers nos collègues. Quand tu vois des gens que ça fait 6, 7, 8 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans, 15 ans, 20 ans, il y en a 40 ans, tu peux juste avoir un respect pour eux. Parce qu'ils ont passé à travers des années que ça ne doit pas avoir été facile, ils ont continué, mais ils ont passé à travers les mêmes choses que tu passes au quotidien. Puis, tu parlais de disponibilité. Oui. Est-ce que tu crois aussi que c'est peut-être la disponibilité, on s'entend que c'est pas un travail de 9 à 5? Non. Ça peut être le samedi, le dimanche, le soir, la fête de l'enfant, on part un petit peu plus tôt, tout ça. Est-ce que tu crois peut-être que c'est justement quand on voit ça en vitrine, on oublie qu'on doit être aussi disponible? C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qui est oubliées quand on voit juste le paraître. Oui. Quand on voit juste un courtier immobilier qui est bien vêtu, qui est bien mis, bien mise, la belle voiture, ainsi de suite, oui. C'est du paraître. La disponibilité, comme mentionné, à cette heure, on parle de l'Internet, oui. Mais je veux dire, il y a les textos, il y a les Messenger, il y a les textos Instagram, les courriels, on est accessible 7 jours sur 7, 24/24. Puis fait que des fois, la clientèle aussi, avec cette accessibilité-là, des fois, c'est pas pour mal faire, mais peu importe l'heure, il t'envoie un petit texto, puis tu tiens ta clientèle, fait que tu réponds quand même. Mais je te dirais que c'est peut-être l'exigence du métier qui va faire en sorte qu'il y en a peut-être qui vont lâcher prise et quitter le domaine. Quitter le domaine. Oui. En terminant, qu'est-ce que je peux te souhaiter pour l'année qui vient? C'est sûr qu'on va souhaiter plus de pandémie, mais on ne sait jamais. J'ai souhaité ça l'année passée. Fait que ça serait quoi que je pourrais te souhaiter? La santé, bonheur, puis continuer à pratiquer le métier que j'aime. Je pense que si j'ai ça, c'est la recette gagnante pour avoir une autre belle année devant moi. Parfait. Je te remercie beaucoup, Luc. Merci à toi, Chantal.